قامت مجموعة شهداء القنيطرة الأبرار في المقاومة الإسلامية باستهداف موكب عسكري إسرائيلي. حركة حماس تؤكد على حق حزب الله في الرد على الجرائم الإسرائيلية، خاصة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على القنيطرة. חמאס ספג בקיץ האחרון את המכה הקשה ביותר מאז הקמתו, וצה"ל ערוך לפעול בעוצמה בכל הגזרות. Bonsoir à tous, édition spéciale donc pour faire un point sur l'attaque dont a été victime l'armée israélienne à la frontière nord ce matin. On vous en parle évidemment largement sur i24 News depuis donc la fin de matinée. Bilan très lourd puisque 2 soldats israéliens ont été tués, 7 autres sont blessés dont certains très sérieusement. Un casque bleu espagnol a également été tué côté libanais lors de la riposte de l'armée israélienne qui a suivi donc cette attaque de ce matin, attaque revendiquée par le Hezbollah, comme il l'avait annoncé depuis plusieurs jours, sans doute en réponse à ce qui s'est passé dans le Golan il y a précisément 10 jours. On va en parler évidemment avec nos invités, notre expert militaire Maxime Pérez, bonsoir, qui est en plateau. Merci d'être là. On fera le point évidemment régulièrement avec vous, avec Patrick Béthane, bonsoir, ancien lieutenant-colonel dans l'armée israélienne et expert dans la lutte contre le terrorisme. Et puis Avi Pazner, bonsoir à vous, ambassadeur d'Israël. Alors, on sera également en duplex avec nos envoyés spéciaux tout près donc de la frontière libanaise. Vous le voyez, une première équipe tout près de l'endroit où s'est produit cette attaque avec Julia Ganancia, Shai Ben-Ari et Amjad Abou Arafeh. Et puis dans un autre village israélien frontalier du Liban, Cyril Amar, Yoav Borovitz et Faler Habib pour faire donc un point sur la situation, car le calme semble revenu ce soir, mais il faut revenir évidemment sur les circonstances d'abord de ce qui s'est passé et puis les conséquences, toutes les implications, ce à quoi il faut s'attendre. On va d'abord rejoindre donc bien le premier de nos envoyés spéciaux, Cyril Amar, qui se trouve à Zarit, donc tout près de la frontière avec le Liban. Bonsoir Cyril. D'abord les dernières nouvelles, le dernier bilan et ce qui s'est passé aujourd'hui. Oui, bonsoir Jean-Charles, c'est sans doute l'incident le plus grave recensé depuis la fin de la Seconde Guerre du Liban en 2006. D'ailleurs, le mode opératoire ressemble étrangement à celui qui avait été choisi par la milice chiite libanaise. C'était en juillet 2006, l'incident qui avait, vous vous en souvenez évidemment, déclenché les hostilités entre Israël et le Hezbollah libanais. Ce matin, il est exactement 11h30 lorsque des obus de mortier sont tirés en direction du village de Rajar. C'est un village qui se situe dans la zone dite des fermes de Sheba ou Dardov, ici en Israël. Les obus de mortier touchent de plein fouet une maison. Fort heureusement, personne ne se trouve dans la maison. Donc pas de blessés, sauf 3 personnes qui ont été en état de choc suite à ces tirs de mortier. Et puis simultanément, à quelques centaines de mètres de là, dans les fermes de Sheba, dans un tronçon qui visiblement n'était pas équipé d'une barrière de sécurité, 5 missiles anti-chars sont tirés contre un convoi de Tsahal, 5 missiles anti-chars russes de type Kornet qui sont tirés contre un convoi. Une voiture est touchée de plein fouet. Bilan, 2 soldats israéliens tués, 2 soldats de la brigade d'infanterie Givati, dont un officier, un chef de compagnie, et 7 autres blessés qui sont évidemment évacués immédiatement vers les hôpitaux de Ziv et de Rambam qui se situent à Safed et à Haïfa. Bilan des blessés, 4 légers et 3 moyennement. Alors Cyril, ça fait quelques jours évidemment qu'on s'attendait à une riposte musclée de la part du Hezbollah. Là où vous vous trouvez même d'ailleurs, on soupçonne l'existence peut-être de tunnels creusés par le Hezbollah. Effectivement, je me trouve au Moshav Zarit, c'est un village limitrophe de la frontière. La frontière se situe vraiment à quelques mètres derrière nous. Vous pouvez constater la présence de véhicules militaires. Beaucoup de militaires d'ailleurs entourent tous ces villages limitrophes. Lorsque nous sommes arrivés ici, le long de cette frontière, on a pu constater une forte présence militaire, une présence massive avec beaucoup de blindés, beaucoup de jeeps militaires qui sont ici en état d'alerte. D'ailleurs, tous les officiers de sécurité aussi des kibbutzim et des moshavim le long de
de cette frontière sont en état d'alerte. Et vous avez raison de le signaler, c'est ici à Zarit que des habitants ont alerté l'armée israélienne qui est venue aujourd'hui examiner cette zone, puisque des habitants de ce moshav se sont plaints de bruit qui suppose la construction de tunnels du Hezbollah. Je me suis entretenu il y a quelque temps avec un habitant de ce village. Il me dit que sous sa maison, il entendait sous son évier des bruits qui lui laissaient penser qu'il s'agissait de tunnels construits par la milice chiite libanaise. Ouais, ce qui veut dire, ou en tout cas pour l'instant on n'a pas la certitude, mais il semblerait que ces missiles aient été tirés depuis le territoire libanais quand même. Oui, tout à fait, puisqu'il s'agit visiblement de missiles de type Cornet, de type russe, qui peuvent être tirés à partir du territoire libanais, puisque leur portée peut atteindre les 5 ou 6 km. Donc il y a sans doute, il ne fait aucun doute que ces missiles effectivement aient été tirés depuis le territoire libanais. Un mot peut-être, Jean-Charles, sur les dysfonctionnements qui commencent à apparaître. Beaucoup de questions se posent sur cet incident. La première, c'est sur l'absence de véhicules blindés. Vous savez que les 2 véhicules qui ont été touchés sont des véhicules civils de type Isuzu qui n'étaient pas blindés. Comment se fait-il qu'alors que la frontière est en état d'alerte, comment se fait-il qu'une patrouille puisse patrouiller, puisse circuler le long d'une frontière sans véhicules blindés? Première question. Deuxième question qui est soulevée, c'est l'absence de renseignements. Comment se fait-il que les services de renseignement israéliens n'aient pas été alertés sur l'intention du Hezbollah de mener une attaque que l'on pensait tardive et peut-être même hors des frontières, loin des frontières d'Israël? On imagine une riposte qui aurait pu prendre l'allure, par exemple, des attentats de Buenos Aires ou qui aurait visé à l'étranger des objectifs israéliens. Personne ne s'attendait à une riposte aussi rapide et aussi proche dans un secteur qui a déjà été le théâtre de plusieurs affrontements entre Israël et le Hezbollah. Merci Cyril Amar, on vous retrouvera un petit peu plus tard dans cette édition spéciale. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs questions qui se posent ce soir, on va essayer d'y répondre. D'abord sur l'opération en elle-même, Patrick Béthane, c'est vrai que les véhicules qui ont été touchés, qui ne bénéficiaient pas de protection contre ce type d'attaque. Je voudrais, s'il vous plaît, commencer et présenter les condoléances aux parents des 2 soldats qui sont morts ce matin. Le fait que ces véhicules ne soient pas blindés, surtout après la guerre qu'on a eue cet été, est tout à fait illogique et à mon avis, c'est un échec de l'état-major. Ouais. Maxime Pérez, est-ce qu'il faut s'interroger là-dessus? En tout cas, ça rappelle tragiquement l'épisode qui a marqué l'entrée des forces terrestres israéliennes cet été dans la bande de Gaza avec ce transport de troupes de type M113 qui a été pulvérisé dans le quartier de Sedjaya par un missile anti-char du Hamas. 7 morts, 7 soldats issus de la compagnie Golani tués sur le coup, et puis le Hamas qui détient d'ailleurs toujours les restes du soldat Oron Shaul. C'est une histoire qui n'est pas encore réglée. Vraisemblablement, la leçon n'a pas été retenue, même si cette route dont a parlé Cyril, qui longe la frontière libanaise, n'est pas la route la plus proche de la frontière libanaise. Ça n'est pas, par exemple, la route de sécurité, la route empruntée exclusivement par l'armée israélienne le long de cette même frontière. Moi, j'ai une autre idée. C'est vrai, vous avez raison. Ils auraient dû être blindés, évidemment. Mais j'aimerais vous faire remarquer, en tant qu'ancien officier des blindés, que contre les missiles Cornet, il n'y a pas de défense aussi des blindés, à part le tank Merkava 4 d'Israël, qui est équipé d'un système antimissile. Tous les autres blindés d'Israël... Oui, c'est un missile anti-char, donc par définition... Mais il est très fort, il est très moderne, très fort. Donc, d'accord, on aurait dû blinder, mais même... À mon grand regret, même s'il y avait eu un convoi blindé, nous aurions eu des pertes. Maintenant, je suis complètement d'accord avec ce que Cyril a dit sur l'intelligence, c'est-à-dire sur les services de renseignement. On s'attendait à quelque chose. Et je ne sais pas pourquoi, on pensait que ça serait dans un avenir lointain, comme Buenos Aires est venu 2 ans après l'élimination de Moussabi. On ne s'attendait pas à ce que ça soit si proche. Mais on avait eu un signe indicateur hier. Hier, le Hermon avait été bombardé, donc il se préparait quelque chose. Et là, je crois qu'il faudra regarder dedans si nous étions vraiment aussi bien préparés que nous aurions dû l'être. Alors là-dessus, Patrick Béthane, le renseignement militaire aurait dû peut-être mieux s'informer parce qu'effectivement, il y avait des risques, des menaces. Je pense que oui, parce qu'il est clair que
l'attaque qu'on attendait depuis la semaine dernière était une attaque qui serait contre les forces israéliennes, les forces de l'armée israélienne. Et donc Ardov, le mont de Ardov est exactement l'endroit où il était clair qu'ils attaqueraient. Ce qui fait que je ne comprends pas pourquoi le service de renseignement n'a pas pensé à ce que vous avez dit tout à l'heure. Même s'il y avait, Maxime Perret, des informations laissant penser que le Hezbollah n'attaquerait pas depuis le Liban. En tout cas, ils s'en étaient engagés auprès du Parlement libanais parce qu'évidemment, au Liban, on a beaucoup d'inquiétudes sur une possible escalade frontalière qui pourrait mener à une troisième guerre du Liban. Le Liban qui ne s'est pas remis ni de la guerre de 2006, ni de la guerre civile en Syrie qui lui cause beaucoup de problèmes, y compris ces infiltrations de djihadistes le long de sa frontière avec la Syrie. Je voudrais quand même préciser que ça me paraît quand même assez compliqué pour des renseignements militaires de savoir à quel moment va frapper une cellule de lanceurs de roquettes, surtout qu'avec le système Cornet, vous avez bien fait de le souligner, on a affaire à un projectile absolument redoutable qui peut être tiré depuis une maison libanaise. On sait que les villages du sud-Liban sont remplis d'armements du Hezbollah, de roquettes, de missiles, de roquettes anti-chars qui peuvent être à tout moment sortis de leur cache et utilisés par des combattants du Hezbollah de n'importe quel point. Sur 70 km de frontière qui séparent Israël et le Liban, ça me paraît très complexe quand même pour les renseignements militaires et l'aviation de surveiller chaque bâtiment en permanence 24 heures sur 24. Il y a évidemment un danger il n'y a pas de risque zéro évidemment dans ce genre de situation d'alerte. Et puis il y avait la riposte aussi soutenue par l'Iran. En tout cas, l'Iran avait annoncé aussi qu'une ligne rouge avait été franchie. Est-ce qu'on peut penser que l'Iran est derrière cette opération aussi? Absolument. On ne peut pas parler de ces incidents sans parler de l'Iran. Parce que moi, cela fait déjà des mois que j'entends de la part d'experts militaires qu'il y a sur le Golan des préparations pour mettre là-bas un dispositif terroriste du Hezbollah, un dispositif évidemment pensé par l'Iran. Donc, c'était une question de temps. Et je crois que notre action, enfin l'action présumée d'Israël, puisqu'on ne peut pas dire il y a une semaine contre Mournia, contre le général iranien, était une action destinée à éviter justement l'établissement de ce grand danger stratégique, d'avoir une deuxième frontière avec le Hezbollah, pas seulement le Liban, mais la Syrie. Et il fallait s'attendre à une riposte. Et je ne serais pas surpris si c'était l'Iran lui-même qui aurait dit riposter du Liban et pas de la Syrie. Pourquoi pas de la Syrie? Parce que Assad est beaucoup plus vulnérable à une riposte israélienne que le Liban. D'ailleurs, avec le Liban, on va penser 10 fois, Il y a tout le Liban qui est contre le Hezbollah, il y a un dispositif important de missiles du Hezbollah. Tandis qu'il aurait été peut-être plus facile pour Israël de riposter contre Assad et donc plus dangereux pour l'Iran, stratégiquement, de perdre un allié comme Assad que de risquer quelque chose au Liban. Je suis sûr que l'Iran est à 100% derrière toute cette histoire. Patrick Bethem. C'est l'Iran, c'est la Syrie et c'est le Hezbollah. C'est un intérêt de ces trois pays, de ces trois organisations, pays, qu'au fur et à mesure, cette guerre d'usure nous amène à une guerre générale. Maxime Perret, vous vouliez dire un mot là-dessus? Oui, d'abord, pour continuer ce que vous venez de dire, l'incident d'aujourd'hui est clos. Mais en tout cas, le compteur reste ouvert entre Israël, l'Iran, le Hezbollah et peut-être même la Syrie. Il ne fait aucun doute, surtout à l'aune de la fin de ces négociations entre les États-Unis et l'Iran, que le risque d'une confrontation va aller en augmentant dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, certainement avec cette date butoir du 30 juin. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui est important aussi de rappeler aussi dans cet incident qui s'est déroulé cet après-midi, c'est que c'est un incident limité. L'attaque du Hezbollah, contrairement à celle de 2006, qui répond exactement au même mode opératoire d'embuscade, n'a pas été accompagnée d'un kidnapping ou d'une tentative de kidnapping.
ce qui veut dire que le Hezbollah, dans l'état actuel des choses, n'a pas souhaité aller plus loin, et c'est très bien ce qui lui en coûte d'aller dans une opération de trop grande envergure. Et puis, il faut aussi souligner que la cible qui a été choisie par le Hezbollah, ce sont les fermes de Sheba. C'est un secteur qui est encore contesté. Le Hezbollah n'a jamais reconnu totalement le retrait israélien du Sud-Liban parce qu'il a toujours revendiqué ce territoire comme appartenant à la souveraineté libanaise. Or, Israël a toujours répondu, depuis ce retrait en 2000, que les fermes de Sheba n'appartiennent pas au Liban, mais à la Syrie, qu'elles seront éventuellement, ces fermes de Sheba, rétrocédées au régime d'Assad quand il y aura un accord de paix entre Israël et la Syrie. Alors, on va continuer à parler de tout cela dans un instant, et notamment aussi du rôle des casques bleus, de cette force de l'ONU qui était interposée théoriquement entre Israël et le Hezbollah au sud Liban, et avec d'ailleurs une victime aujourd'hui. D'abord le récit de ce qui s'est passé exactement en images avec Leslie Rezoug. 2 morts et au moins 7 blessés, c'est le bilan provisoire de l'attaque meurtrière du Hezbollah ce mercredi dans la région des fermes de Sheba. Également appelée Ardov, il s'agit d'une zone d'à peine 40 km² à proximité des points de frontière du Liban, de la Syrie et d'Israël. Vers 11h, une faction du Hezbollah frappe précisément un convoi militaire israélien. Grâce à un missile anti-char, plusieurs véhicules non blindés et des soldats sont touchés. Un lourd bilan pour Tzal malgré l'alerte de sécurité maximale dans cette région particulièrement exposée. Rapidement, le groupe terroriste chiite revendique officiellement l'attaque. Au nom de Dieu, voici la première déclaration. À 11h35 ce matin, les martyrs de la brigade de Quneitra de la résistance islamique ont pris pour cible un convoi militaire israélien de plusieurs véhicules, y compris un certain nombre de fonctionnaires et soldats sionistes avec les armes appropriées, qui a causé la destruction d'un certain nombre de véhicules et de nombreuses victimes. Une attaque revendiquée donc par la brigade autoproclamée des martyrs de Quneitra, du nom de cette province syrienne touchée par un raid israélien il y a 10 jours. Le raid avait fait plusieurs morts, dont des membres éminents du Hezbollah et un général iranien. En représailles, l'armée israélienne a touché plusieurs villages libanais dans le sud du pays. Des tirs qui ont provoqué la mort d'un soldat espagnol de la FINUL, la force de l'ONU au Liban, chargée de surveiller la frontière entre les deux pays. Routes bloquées et kibboutz confinés, rapidement l'armée prend des mesures de sécurité concrètes. Et le Premier ministre Benyamin Netanyahou n'a pas tardé à réagir. À ceux qui essayent de nous tester à la frontière nord, j'invite à regarder ce qu'il s'est passé ici, pas très loin de la ville de Sderot, dans la bande de Gaza. Le Hamas a subi l'été dernier son coup le plus dur depuis sa création. Et Tzahal est prêt à agir avec puissance sur tous les fronts. Un discours volontariste qui fait écho aux déclarations du Hamas qui a félicité le Hezbollah. Le Hamas confirme le droit du Hezbollah à répondre aux crimes israéliens, en particulier après la récente agression israélienne à Quneitra. Les soldats de l'occupation en payent le prix dans le nord, tout comme ils en ont payé le prix à Gaza en raison de la stupidité de Netanyahou. Alors que Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, doit faire un discours ce vendredi, une escalade de la violence est à craindre. Malgré tout, des sources proches du mouvement ont affirmé que le groupe n'avait pas l'intention d'ouvrir un nouveau front au nord. Alors, on verra dans un instant effectivement s'il faut craindre ou pas une poursuite des hostilités. Mais un mot, Avi Pazner, sur cette force de l'ONU qui théoriquement est là pour empêcher tout contact entre le Hezbollah et Israël. Et on voit aujourd'hui, d'ailleurs, elle a payé le prix avec la mort d'un de ses soldats, qu'elle n'a pas cette utilité. Je ne crois pas que sa mission est d'empêcher chaque acte de terrorisme. C'est impossible pour une force pareille. Elle est là justement pour essayer qu'il n'y ait pas d'escalade ou de dégradation de la situation. Et il y a 10 000 hommes au sud Liban, 10 000 hommes venus de pays différents, qui sont présents et qui pour maintenant 8 ans, 7 ans, 8 ans déjà, ont pu régner sur un calme relatif. Et aujourd'hui, ils ont eu aussi un rôle positif parce qu'ils ont convoyé des messages d'Israël au Hezbollah et vice-versa. Et en tout cas pour aujourd'hui, Maxime, je suis d'accord, pour aujourd'hui, c'est fini, ok? C'est-à-dire aujourd'hui, par l'entremise de la FINUL, c'est fini pour aujourd'hui. Mais avez-vous remarqué que le porte-parole du Hezbollah a parlé de communiqué numéro 1. Ok. Ça peut démontrer que peut-être il y aura un communiqué 2 et 3 et suivant. C'est-à-dire, je ne suis pas tellement sûr
que nous avons terminé aujourd'hui. Ça, oui. Je ne suis pas tellement sûr que ce round de violence entre nous et le Hezbollah est vraiment terminé. C'est votre avis, Patrick Bethan? Je suis d'accord avec vous que aujourd'hui, on a passé cette journée avec 2 morts et 7 blessés, et qu'il y aura une riposte israélienne, à mon avis, à un certain moment. La question est quand, comment, où et combien. La question est quand. Israël devra répondre à un certain moment, et un moment qui sera bon pour notre intérêt stratégique, et la Hezbollah, l'Iran, la Syrie le savent. Maxime Pérez, on peut s'attendre ou pas à une riposte dans les heures qui viennent de l'armée israélienne? Il faut dire qu'il y a une sorte de conseil de sécurité en ce moment, sous l'égide de Benjamin Netanyahou à la Kyria. Oui, il y a des consultations sécuritaires avec Benjamin Netanyahou et l'état-major également. Moshe Yaalon, le ministre de la Défense. A priori, les messages qui ont circulé ces dernières heures laissent penser qu'on en reste là pour le moment. Le commandement de la défense passive israélien a même appelé la population du nord du pays à regagner, à retrouver ses habitudes, un rythme de vie normal, évidemment, après l'après-midi. Qu'ont passé ces habitants, ça n'est pas une mince affaire, mais en tout cas, a priori, retour à la normale pour le moment, mais évidemment, le compteur est ouvert avec le Hezbollah. Il n'est pas dit que le Hezbollah, et d'ailleurs, évidemment, il y a d'autres communiqués à venir, une déclaration. Il y a un discours de Nasrallah qui est attendu vendredi. Il y a un discours de Nasrallah vendredi, et Nasrallah, il aime faire des discours dramatiques sur fond d'action militaire. Alors, c'est peut-être ça ce qui s'est passé aujourd'hui, mais comme nous en avons parlé tout à l'heure, on a peut-être pris quelques menaces un peu trop à la légère autour de la frontière avec le Liban. Il faut penser que le Hezbollah est capable d'une autre action. Et comme je vous l'ai indiqué, ce n'était pas la première action aujourd'hui, c'était déjà la deuxième. Et c'est vrai qu'elle était beaucoup plus cruelle, beaucoup plus forte. Mais je ne serais pas étonné, pas du tout, si dans quelques jours, ce n'est peut-être pas encore la réponse que le Hezbollah, pensent avoir donnée à l'élimination de Mournier et d'un général iranien. Pour nous, c'est terrible. Nous avons perdu 2 soldats, c'est terrible. 7 ont été blessés, c'est terrible. Il est possible que pour le Hezbollah, le compte est encore ouvert. Il est possible que pour Israël aussi, le compte est réouvert à cause des 2 soldats que nous avons perdus aujourd'hui. Donc, je ne serais pas tellement optimiste de dire, voilà, on s'est tiré dessus. Il y a d'autres possibilités, malheureusement. En tout cas, je suis d'accord. Je pense que la Hezbollah attend la faille. Et je pense que le prochain scénario sera de kidnapper des soldats israéliens. Ce qui fait qu'à mon avis, c'est un processus. Et ce processus amènera, à mon avis, un kidnappage et ensuite un changement du status quo dans la région. Il est difficile, à Maxime Pérez, on le voit, de se prémunir contre ce type d'attaque à la frontière nord. C'est malheureusement un scénario qu'on a déjà vu. Et on voit bien qu'il est difficile pour Israël de prévoir ce type d'attaque, ou en tout cas de lutter contre cela. Ouais, le scénario des embuscades, c'est le pire des scénarios pour l'armée israélienne. Parce qu'il y a des kibboutz qui jouxtent littéralement les premiers villages du Sud-Liban. Notre correspondant Cyril Amar se trouve à Zarit, où les premières les maisons libanaises ne se trouvent seulement qu'à 20 ou 30 mètres. Elles sont séparées par quelques champs agricoles tout au plus. Donc il y a cette proximité qui crée un danger, une menace en permanence. Vous allez dans d'autres secteurs de Galilée comme la région de Misgav-Am et vous découvrez qu'après la guerre de 2006, grâce à des fonds iraniens en particulier, des maisons ont été construites à la hâte, des maisons bétonnées qui sont vides, avec des fenêtres sans vitres et qui sont non pas orientées vers le soleil comme toute personne normale pourrait envisager de construire sa maison, mais orientés tout simplement vers le territoire israélien. Ce sont des postes de commandement du Hezbollah, ce sont de potentiels postes de tir de sniper et peut-être même des rampes de lancement de roquettes dissimulées à l'intérieur de ces mêmes bâtisses. Voilà à quoi ressemble aujourd'hui la frontière libanaise et voilà pourquoi, vu d'Israël en tout cas, et voilà pourquoi il est très difficile de manière en tout cas rapprochée d'offrir une protection hermétique à la fois à la population et à l'armée qui y circule.
Alors, on va retrouver un autre de nos envoyés spéciaux. C'est Julia Ganancia qui se trouve, elle, tout près de l'endroit où s'est produit cette attaque. Julia, bonsoir. Donc, tout près de ce village de Radjar, d'où l'alerte a été donnée. Quelle est la situation ce soir ? Écoutez Jean-Charles, la situation est de nouveau calme ce soir. Il y a derrière moi un important barrage de police, de nombreux policiers et la présence de l'armée. Jusqu'à il y a encore un petit peu plus d'une demi-heure, eh bien la situation, la zone était en tout cas totalement bouclée. Aucun véhicule ne pouvait rentrer ni sortir dans cette zone. Tout était entièrement sécurisé, ce qui a causé d'importants embouteillages puisqu'à la sortie du travail, les gens voulaient rentrer à l'intérieur de ce village, mais c'était impossible par mesure de sécurité. Désormais, depuis plus d'une demi-heure, c'est possible, mais cela se fait au compte-gouttes. Les véhicules rentrent, mais de manière très lente. On vérifie les identités, on fait attention à qui rentre, puisque voilà, on est dans une situation d'urgence, dans une situation dangereuse avec ce qui s'est passé en fin de matinée, et donc les gens ne veulent pas, la police et l'armée ne veulent prendre aucun risque. Voilà ce qui se passe actuellement. Donc, on peut dire que les gens peuvent de nouveau rentrer chez eux. Par rapport à ce qui se passe à l'intérieur dans cette zone, à l'intérieur de ce village, eh bien, on sait que les habitants peuvent désormais sortir de chez eux, ils ne sont plus assignés à résidence, et puis on sait aussi que les abris antimissiles ont été vérifiés par mesure de sécurité au cas où les alertes devaient retentir dans cette zone par mesure de sécurité. Donc ils n'ont pas été réouverts, mais simplement on a vérifié si tout fonctionnait suite à ce qui s'est passé en fin de matinée. Alors je reviens sur les faits et je vous rappelle que ce qui s'est passé, c'était aux alentours d'11h30 ce matin, une patrouille de deux voitures, a priori deux voitures qui n'étaient pas blindées, patrouiller près de la frontière israélo-libanaise, et c'est à ce moment-là qu'un missile anti-char a percuté de plein fouet un des deux véhicules. Un missile anti-char, eh bien, c'est une arme très dangereuse qui, lorsqu'elle touche la carrosserie, eh bien, explose, et elle ne laisse absolument aucune chance si le véhicule n'est pas blindé. C'est donc pour ça qu'il y a d'importantes pertes humaines et matérielles. Mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas eu seulement cette attaque aujourd'hui. Il y en a eu une autre une heure après, vers midi et demi, cette fois près du mont Hermon. Et c'était une base militaire qui était visée par des tirs d'obus de mortier. Donc deux attaques aujourd'hui dans la même journée, toutes les deux revendiquées par le Hezbollah. Une journée sombre pour Israël. On peut dire que Israël et le Hezbollah, eh bien, n'avaient pas connu un incident aussi grave depuis 2006, et je vous rappelle le bilan. Côté israélien, 2 soldats sont décédés. Il s'agit d'un commandant âgé de 25 ans, un commandant, et puis un soldat d'infanterie âgé de 20 ans. Ce n'est pas tout, 7 autres soldats ont été blessés, 2 légèrement et 5 moyennement. Et puis côté libanais, eh bien, un soldat espagnol de la FIDUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, a été tué suite à des échanges de tirs entre Israël et le Hezbollah. Désormais, la situation est calme. On entend les avions israéliens qui survolent cette zone, des drones aussi, mais pas de tirs d'artillerie. Merci Julia Ganancia, on vous retrouvera un petit peu plus tard. Merci Avi Pazner, merci Patrick Béthane, Maxime Pérez. On continue cette édition spéciale dans un instant après une pause. قامت مجموعة شهداء القنيطرة الأبرار في المقاومة الإسلامية باستهداف موكب عسكري إسرائيلي حركة حماس تؤكد على حق حزب الله في الرد على الجرائم الإسرائيلية، خاصة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على القنيطرة. חמאס ספג בקיץ האחרון את המכה הקשה ביותר מאז הקמתו, וצה"ל ערוך לפעול בעוצמה בכל הגזרות. Suite de cette édition spéciale sur i24 News, donc après l'attaque qui a visé l'armée israélienne ce matin à la frontière nord, attaque revendiquée par le Hezbollah, 2 soldats israéliens tués, 7 autres blessés, dont plusieurs ce soir dans un état grave. Un casque bleu de l'ONU également tué lors de la riposte de l'armée israélienne côté libanais. Il s'agit d'un casque bleu
espagnol qui a été touché donc par un tir d'artillerie venant de l'armée israélienne. On continue à en parler avec d'autres invités. Bonsoir Raphaël Jérusalemi, ancien officier dans le renseignement militaire. Bonsoir Michael Horowitz, consultant en géopolitique. Et puis bonsoir à vous Daniel Haïk, analyste politique sur i24 News. On va d'abord s'intéresser à ce nouvel épisode, énième épisode en tout cas, des affrontements entre le Hezbollah, la milice chiite qui opère au Liban, et Israël, car ce n'est pas évidemment le premier échange entre les deux entités. C'est Léa Berdugo qui nous raconte ça. Israël et le Hezbollah, deux ennemis jurés de nouveau face à face. Car les tensions ne datent pas d'hier. En 1992, l'aviation israélienne élimine l'ancien chef du Hezbollah, Abbas Moussaoui. Et la riposte est sanglante. Un mois plus tard, 2 attentats sont perpétrés à Buenos Aires contre une mutuelle juive et l'ambassade d'Israël. Bilan, plus de 100 morts. En 2000, Israël se retire du sud Liban. Quelques années plus tard, en 2006, un nouvel affrontement éclate avec le Hezbollah. Des combattants du mouvement chiite s'infiltrent en territoire israélien et kidnappent 2 soldats. Tsahal bombarde alors les principaux centres névralgiques du groupe libanais. Le conflit durera plus d'1 mois. C'est la 2e guerre du Liban. Elle fera plus de 1100 morts côté libanais et 120 côté israélien. 2 ans plus tard, en 2008, Israël s'attaque à un symbole. Le chef militaire du Hezbollah, Imad Mournieh, est tué dans l'explosion d'une voiture piégée à Damas. L'attentat est attribué au Mossad. La réponse viendra en 2012 après plusieurs tentatives. Un attentat suicide contre des Israéliens est commis en Bulgarie, entraînant la mort d'au moins 6 personnes. Israël pointe alors du doigt l'Iran, mais selon les autorités bulgares, le Hezbollah se cache derrière cette attaque. Dernier événement en date, le 18 janvier dernier, un convoi du Hezbollah est visé aux abords de Quneitra en Syrie. À son bord, une douzaine de militaires iraniens et de miliciens libanais, dont Jihad Mournieh, fils de l'ancien leader Imad. Israël est donné pour responsable. À cette attaque, le Hezbollah a répondu par une embuscade meurtrière à la frontière ce mercredi. Alors, plusieurs questions qui se posent donc maintenant. D'abord un mot, Michael Horowitz, sur la riposte d'aujourd'hui. Est-ce que pour vous, ça semble proportionné à ce qu'a subi le Hezbollah dans le Golan et ce qu'il reproche finalement à Israël de lui avoir fait subir? Est-ce que ça peut correspondre à une riposte? Ça correspond à une riposte, mais enfin, si on fait les comptes de manière simplement arithmétique, vous avez un raid israélien qui a tué 12 militants du Hezbollah, dont des hauts gradés, dont le fils de Imad Mournieh. Vous avez aussi un général iranien qui a été tué. Aujourd'hui, c'est tragique, vous avez la mort de 2 soldats, mais enfin, si vous faites les comptes arithmétiquement, pour le Hezbollah, ce n'est pas forcément fini. C'est-à-dire que pour lui, il est possible que le Hezbollah ne sente pas encore qu'il a répondu à la mesure du raid israélien. En revanche, le Hezbollah n'est pas forcément en mesure de donner cette réponse aujourd'hui pour des raisons qui sont liées à quelques fondamentaux. Aujourd'hui, bien sûr, la guerre civile en Syrie. Aujourd'hui, le Hezbollah a 5000 militants qui sont tous les jours en train de se battre en Syrie. C'est quelque chose qui draine énormément d'énergie sur l'organisation. Vous avez aussi une conséquence de la guerre en Syrie, c'est que le Hezbollah aujourd'hui n'est plus soutenu par la rue arabe. C'est-à-dire que vous avez quand même une partie de la rue arabe qui ne soutiendra pas, ou qui soutiendra en tout cas beaucoup moins, le Hezbollah dans une aventure contre Israël. Sachant que déjà en 2006, vous aviez eu des hésitations et que le Hezbollah lui-même s'était rendu compte qu'il avait créé une situation extrêmement dangereuse pour le Liban, puisque vous aviez eu énormément de destruction. Et sur le Liban, le 3e point, c'est aujourd'hui avec le conflit en Syrie, les Libanais qui voudraient fuir les éventuelles frappes, parce qu'Israël va frapper très fort si un conflit est ouvert, ne peuvent plus le faire, puisque en 2006, ils avaient fui en Syrie. Aujourd'hui, c'est impossible. Ouais. Raphaël Jérusalemi, là-dessus? Alors, d'abord, c'est vrai qu'il y a, sur le plan géopolitique et stratégique, peu d'intérêt de part et d'autre de chauffer la région. Mais ce soir, la gravité de l'incident, la gravité était effectivement l'attaque du Hezbollah, qui est extrêmement grave, mais il y a quelque chose de beaucoup plus grave. Et je crois que ce soir, à la mémoire des soldats qui sont morts aujourd'hui, il est important d'exprimer, et j'ai vérifié avant de dire ces choses-là, sur les réseaux sociaux où parlent les réservistes,
de l'armée aujourd'hui en Israël, il y a quelque chose de beaucoup plus grave. C'est la façon dont ces soldats sont morts. Et là, oublions le Hezbollah pour 2 minutes et parlons de nous. Où en sommes-nous arrivés? Comment se fait-il que dans le point le plus chaud d'Israël, c'est-à-dire la zone des fermes de Shaba, qui est une zone vallonnée, qui est la zone donc, en général toujours la plus exposée aux tirs de l'ennemi, au moment où l'alerte est à son maximum, des commandants de Tsahal permettent que leurs soldats se déplacent dans des véhicules non protégés. Et là, l'accusation est ferme et claire. Je l'ai vérifié avec les réactions des réseaux sociaux. Je crois que le Hezbollah lui-même est surpris du résultat aussi facile qu'il a obtenu ce matin. Il y a quelque chose qui ne va pas dans l'attitude de Tsahal et du gouvernement actuel face à la menace qui pèse sur nous tous. Il est absolument inacceptable que ces soldats aient été emmenés dans ces véhicules non protégés au moment où, même dans les kibbutzim du coin, on demande aux gens de se terrer dans des abris. C'est une action irresponsable. Je pense qu'il faut une commission d'enquête. Je pense que le chef de l'état-major doit répondre à des questions extrêmement graves. Et je crois que M. Netanyahou, ou quels que soient les membres du gouvernement, au lieu de s'asseoir dans un cabinet de sécurité à Tel Aviv, moi j'en connais d'autres des cabinets. Des cabinets, il y en a à Metula. Des cabinets, il y en a à Kiryat Shmona, dans les abris. Et le Premier ministre d'Israël doit aujourd'hui prendre un hélicoptère tout de suite et aller conforter les populations civiles, conforter les soldats du Nord. Il y a eu ici une erreur extrêmement grave. D'autant plus grave qu'on essaye maintenant, tout d'un coup, après avoir commis un acte antiterroriste réussi, important, tout d'un coup de calmer le jeu, tout d'un coup on bégaye, tout d'un coup on n'est plus sûr. Et moi je dis, en mémoire de ces 2 soldats-là, respect pour les soldats, respect pour les familles, respect pour le peuple d'Israël. La réponse d'Israël et de Tsahal doit être ferme et forte. Alors, on va écouter justement, parce que ça vient d'arriver, le porte-parole de l'armée d'Israël, le général Moti Amos, qui vient de s'exprimer donc au quartier général de Tel Aviv. On l'écoute. Je voudrais m'adresser aux habitants du nord d'Israël. Nous sommes là, vous pouvez reprendre vos activités. J'appelle tout le monde à reprendre ses habitudes, suivre les instructions de l'armée qui est présente sur le terrain. Nous avons de l'expérience dans ce genre de situation. S'il faut prendre des mesures plus strictes, nous vous aviserons. Il faut que le quotidien poursuive son cours dans le secteur nord. Voilà donc déclaration très courte, hein, Daniel Haïk, pour l'instant. Pour poursuivre ce qu'a dit Raphaël, il y a effectivement un problème, et c'est pas la première fois, puisqu'on se rappelle pendant la guerre à Gaza, il y a eu le même type de problème, puisque les soldats ont été, qui se trouvaient dans ce transport blindé ont été tués, ont été brûlés vifs dans ce transport blindé qui n'était pas suffisamment protégé. Et là aussi, on peut se poser la question pourquoi finalement ces transports ne sont pas mieux protégés. Pourquoi des soldats israéliens circulent effectivement dans des zones extrêmement dangereuses sans protection suffisante. Maintenant, je pense qu'il y a aussi, pour revenir un peu dans le cadre, dans le contexte dans lequel on se trouve, je crois qu'on pourrait essayer de dresser une comparaison entre ce qui s'est passé en 2006, ou plus exactement le 12 juillet 2006, c'est-à-dire le jour du déclenchement de la seconde guerre du Liban, et aujourd'hui. Il y a des différences et il y a des ressemblances. Il y a des différences en particulier dans la conjoncture. C'est-à-dire que là, effectivement, le 12 juillet 2006, c'est le Hezbollah lui-même, un commando du Hezbollah qui est entré à l'intérieur du territoire israélien et qui a voulu capturer des soldats israéliens, qui a assassiné, on l'a su par la suite, Eldad Regev et Ehud Goldwasser. Là, on est dans un autre cas de figure, c'est-à-dire que la première, on va dire, l'initiative de départ est partie d'Israël. C'est Israël qui a, la semaine dernière, effectué ce raid meurtrier contre le Hezbollah, qui a assassiné, donc qui a tué ce général iranien. Et donc, quelque part, la riposte, d'un côté, aujourd'hui, on assiste à la riposte du Hezbollah à ce qui s'est passé la semaine dernière, tandis que, quelque part, la réaction israélienne pendant la seconde guerre du Liban, c'était une réaction
à la tentative de prise d'otage. Là, la deuxième différence, c'est qu'il n'y a pas une tentative de prise d'otage, et c'est important. On le voit très clairement, les schémas le prouvent, le Hezbollah a tiré à partir du territoire israélien, il n'est pas rentré du territoire libanais, pardon, il n'est pas rentré à l'intérieur du territoire israélien, contrairement à ce qui s'était passé pendant le 12 juillet 2006. Et puis il y a aussi un élément qui peut être un élément apaisant, on va dire, c'est la présence de l'UNIFIL qui n'existait pas à ce moment-là en 2006. La présence des soldats de l'UNIFIL est peut-être porteur d'une tentative de retour au calme plus rapide. Et la dernière différence, c'est qu'à l'époque, tout était clair au niveau de la géopolitique régionale. Il y avait la Syrie, il y avait le Liban, il y avait Israël. Aujourd'hui, il n'y a plus de Syrie dans la même conjoncture. Il y a un Liban qui est, comme l'a dit notre ami, plus hostile d'emblée à toute initiative et qui craint une riposte massive de l'armée israélienne. On va continuer d'en parler dans un instant, évidemment, mais on va retourner à la frontière entre Israël et le Liban, donc à Zarit, où on était tout à l'heure avec vous, Cyril Amar. D'abord, pour faire un nouveau point de la situation ce soir, parce qu'effectivement, on n'a pas l'impression, en tout cas, qu'on se prépare à une nouvelle escalade dans les heures qui viennent. Oui, Jean-Charles, on en sait un peu plus ce soir sur les détails du déroulement de cette opération qui en réalité est une double opération, puisque vous le savez, vers 11h30 ce matin, ce sont d'abord des tirs d'obus de mortier qui ont été tirés par le Hezbollah en direction du village de Rajar, et semble-t-il, ce serait des tirs de diversion qui auraient alerté des troupes de l'armée israélienne qui se trouvaient à quelques centaines de mètres de là, dans le secteur des fermes de Sheba, de la zone d'Ardov, et ces troupes ont été alertées, ils se sont dirigés donc vers le village de Rajar, sur cette route qu'empruntent et l'armée et à la fois les habitants du village de Rajar, une route qui visiblement n'est pas suffisamment sécurisée, où le dispositif de sécurité n'est pas assez important, et c'est à ce moment précis que le convoi a été pris pour cible par 5 tirs de missiles anti-chars. Le premier véhicule, qui n'était pas blindé, il faut le rappeler, vous en avez parlé sur votre plateau, n'était pas blindé, a été touché de plein fouet, ce qui explique la mort subite des 2 soldats de la brigade d'infanterie Givati. Et le bilan aurait pu être autrement plus lourd, puisque les 4 véhicules qui étaient derrière et qui ont eux aussi été pris pour cible, auraient pu faire davantage de morts si leurs passagers n'avaient pas eu le temps de s'en extirper in extremis. Voilà donc pour le bilan. 2 morts, 7 blessés, on l'a dit, qui ont été évacués à l'hôpital de Ziv, à Safed, et à l'hôpital Rambam, à Haïfa. 4 sont dans un état léger, et 3 autres sont blessés moyennement, notamment par les projectiles. Un mot de la situation ce soir, Cyril ? Alors on se trouve à Zarit, on n'est qu'à une dizaine de mètres de la frontière israélo-libanaise. Les soldats avec qui j'ai pu m'entretenir ce soir me disent que dans le secteur des fermes de Sheba, justement, là où a eu lieu l'incident, l'armée a décrété la zone militaire interdite, donc pas d'accès pour les véhicules civils, pas d'accès aux civils sur cette zone. On me dit également, les officiers de sécurité ici des différents villages limitrophes de la frontière me disent que les agriculteurs qui veulent travailler leurs champs ici à proximité de la frontière ne seront autorisés à le faire qu'après autorisation de l'armée israélienne. Et puis ici, je vous le disais tout à l'heure, à Zarit, dans ce village, des habitants ont alarmé l'armée israélienne, puisqu'ils entendent depuis quelques jours, voire depuis quelques semaines, des bruits qui les effraient et qui leur font croire que le Hezbollah est en train de creuser des tunnels souterrains sous leur maison même, sur un mode opératoire qui nous fait évidemment penser au tunnel du Hamas dans la bande de Gaza. Merci Cyril Amar. On vous retrouve évidemment à tout moment en direct depuis cette frontière israélo-libanaise. Michael Horowitz, c'est envisageable à votre avis? Est-ce que c'est un scénario du pire auquel on peut penser, la création de tunnels justement entre le Liban et... C'est un scénario du pire auquel il faut se préparer. Il faut se rappeler que les tunnels ont été efficaces d'une certaine manière pour le Hamas et qu'il y a de fortes chances pour que le Hezbollah ait creusé des tunnels. D'ailleurs, l'armée israélienne aujourd'hui a déployé des moyens de renseignement pour chercher ces tunnels. On a dit que c'était... Pas seulement des renseignements, mais je crois la volonté de creuser. Exactement. Des foreuses aussi qu'on a vu. Des foreuses. L'armée a dit que c'était pour rassurer les habitants. Il n'est pas sûr que ce soit vraiment pour rassurer les habitants. Il faut se rappeler que Nasrallah, le chef du Hezbollah, avait été très clair sur son plan d'attaque d'Israël, que son plan d'attaque d'Israël, c'était l'invasion de la Galilée par des commandos du Hezbollah, et qu'il n'est pas sûr que ce qu'on a vu cet été avec le Hamas, ce soit pas quelque chose qui a été appris, des connaissances qui a été données
qui passe par le Hezbollah. Et donc, je crois que l'armée doit se préparer à ce genre de possibilités. Elle se prépare sûrement, même si elle minimise le danger. Ce qui est moins sûr, en revanche, c'est la volonté du Hezbollah de s'engager dans ce genre d'opération aujourd'hui, pour les raisons que j'ai citées, c'est-à-dire la Syrie et son engagement. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est très possible. Alors Raphaël Jérusalemi, on parlait tout à l'heure de ces véhicules donc, qui n'étaient pas blindés. Ça, c'est une première faille, on peut dire. Mais il y a aussi peut-être l'absence de connaissance, en tout cas des projets libanais du Hezbollah, puisqu'on disait depuis quelques jours qu'ils n'allaient pas riposter tout de suite, que ça ne se ferait pas depuis le territoire libanais. Et visiblement, on avait tout faux. On avait tout faux. On était persuadé qu'il n'y avait pas un intérêt à une escalade qui n'a pas vraiment lieu. Parce que si vous prenez le signal qu'envoie le Hezbollah en attaquant des militaires, le Hezbollah aurait très bien pu attaquer des cibles civiles, des kibbutzim, attaquer une école. Ils s'en sont tenus à des militaires sur la frontière. Donc là, le message est clair de la part du Hezbollah. C'est donnant-donnant pour le coup qu'ils ont reçu, mais pas d'escalade puisqu'ils ne s'en prennent pas aux civils. Tunnel ou non tunnel, je ne sais pas, mais ils ont d'autres moyens. Nous savons qu'ils ont des drones, nous savons qu'ils ont des missiles contre lesquels le dôme de fer ne peut rien. Donc s'ils avaient voulu monter d'un cran l'agression contre Israël, ils auraient pu le faire. Le fait qu'ils soient tenus à des cibles militaires, avec ou non l'intention de kidnapper un soldat qui est le rêve de tous les terroristes israéliens, c'est une autre histoire, mais c'est militaire. Donc il y a un message clair. Et donc, d'où l'erreur d'interprétation israélienne. Si le message de ton ennemi, c'est « je ne suis pas prêt au combat », c'est le moment de l'attaquer. Ça veut dire qu'à un moment où le Hezbollah, comme on vient de le dire, est occupé avec des milliers d'hommes en Syrie, même il y en a aussi en Irak, où maintenant tous les chefs se sont réfugiés, tous les grands héros du Hezbollah sont dans les bunkers depuis 2 jours, sachant qu'il y aura une riposte israélienne, au moment où les Américains déclarent à la Maison-Blanche qu'Israël a le droit de se défendre, où l'Europe est sous le coup de Charlie Hebdo, où les Arabes eux-mêmes, comme tu l'as dit, ne soutiennent plus tellement le Hezbollah, c'est le moment, comme c'était le moment cet été avec le Hamas, c'est la fenêtre d'opportunité pour Israël d'agir. Il y a une longue liste de cibles. Les cibles qui ont été visées ces derniers jours font partie d'une liste qui est autorisée d'avance. Ça veut dire que l'armée a toute liberté pour les viser. Eh bien, terminons cette liste d'un coup et passons à l'action. Et comme vous l'avez dit, cette fois-ci, Israël est proactif. Pour une fois, on ne réagit pas à l'attaque. Nous avons été proactifs. Soyons proactifs, mais malheureusement, nous entendons déjà les mêmes bégaiements qu'il y a eu cet été pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, l'État d'Israël a bégayé devant le Hamas. Maintenant, l'État d'Israël, après avoir fait cet acte héroïque contre le terrorisme, bégaye sur le plan politique. On fait quoi? Il n'y a pas d'objectif clair. Et j'accuse de nouveau le commandement de Tsahal. Il y a des plans très fermes, prévus à l'avance, des scénarios les pires contre le Liban. L'armée s'entraîne depuis 2 ans sur ces scénarios. Sortons-les des tiroirs, faisons notre travail. Combien de soldats doit-on perdre? Combien de rounds doit-on monter sur le ring pour combattre avant d'être justement proactif à un moment donné où nous avons, sinon l'appui de l'opinion mondiale, du moins un certain silence, et je peux vous assurer l'appui de l'opinion israélienne, le consensus. Aucune personne aujourd'hui en Israël ne veut être une cible passive des terroristes. Tout le monde est d'accord que nous devons prendre les gants de fer et nous défendre. Le sentiment général, c'est que on est effectivement dans une situation
tout à fait problématique, presque inédite, c'est que on se rappelle de la position, on va dire, réfléchie, posée, modérée, tempérée du gouvernement Netanyahou, en particulier, on va dire, du tandem Netanyahou-Ya'alon pendant la guerre à Gaza. Et le sentiment général, c'est que Ya'alon, lui aussi, ne veut pas une nouvelle escalade de la violence. Mais là, on se retrouve dans une constellation particulière parce qu'on est à la veille des élections. Or, les élections, et Binyamin Netanyahou, qui est Premier ministre aujourd'hui, va devoir essayer de tenir... On va se poser la question, est-ce qu'il va tenir compte du contexte électoral? Et un contexte électoral pousse en général les gouvernants à aller au combat, on va dire, à être un peu plus va-t-en-guerre, ou alors est-ce qu'il va être le Binyamin Netanyahou modéré de l'été dernier? Et là, on le saura dans les prochaines heures, dans les prochains jours, par rapport à la riposte. Il joue la carte de la sécurité. Voilà, en général, il va jouer la carte. Il va jouer la carte de la sécurité. On a parlé ces derniers jours de l'Iran, et je crois que quelque part, il faut parler de l'Iran, parce que c'est l'Iran qui qui dirige, qui commandite tout ce qui se passe actuellement. Une telle action ne pouvait pas être possible sans un aval de l'Iran. Et si Binyamin Netanyahou va à Washington pour pousser les Américains à durcir les sanctions contre l'Iran, eh bien d'un autre côté, il ne peut pas se permettre d'être en retrait face à le bras avancé de l'Iran au Proche-Orient, aux frontières d'Israël. Et donc, il faudra voir comment Binyamin Netanyahou réagit. Sa réaction risque d'être effectivement teintée de campagne électorale, enfin de paramètres électoraux, mais il faut tenir compte du fait qu'effectivement on se trouve dans une constellation particulière. Et je crois aussi par rapport au Hezbollah, on a vraiment du mal à comprendre le Hezbollah. Ils vous répondent là-dessus, Michael Horowitz, sur la stratégie Netanyahou. Est-ce qu'à votre avis, on s'achemine vers une réponse forte d'Israël ou pas? C'est quelque chose qu'on dit souvent, que lors des élections, les dirigeants sont plus va-t-en-guerre. Il y a quand même des leçons qui peuvent être tirées pour Netanyahou du conflit cet été. C'est-à-dire que c'est facile de rentrer. Effectivement, l'opinion israélienne va soutenir, si Netanyahou le décide, une opération au Liban. Il n'est pas sûr que l'opinion israélienne soutienne les conséquences de cette opération. Parce que le Hamas, c'était 10 000 roquettes. Le Hezbollah, c'en est 10 fois plus. C'est des roquettes qui vont tomber sur Tel Aviv. C'est des roquettes qui sont bien plus avancées. Et aussi, ça veut dire le retour de ce qu'on a vu pendant la guerre de Gaza, c'est-à-dire des communautés, toutes ces communautés dont on a parlé, qui sont frontalières et qui vont subir de plein fouet les tirs quotidiens des mortiers, des grades, du Hezbollah. Et donc, je ne suis pas sûr que la décision soit si facile et que... Et pas seulement les frontalières, parce que... Oui, effectivement. La seconde guerre du Liban, Haïfa a été la cible. Ce sera Haïfa. Aujourd'hui, Haïfa est à la frontière du Liban. C'est-à-dire que si je peux me permettre, à la différence près que plus on attend, pire ça devient. C'est-à-dire que plus on attend, plus le Hezbollah se renforce. Ça a été le cas du Hamas pendant des années. C'est la même chose au Liban. Plus on attend, plus on repousse, plus le prix sera lourd à payer. C'est-à-dire, il y aura encore plus de missiles qui vont s'abattre sur Israël. Non, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Il peut y avoir, des raids aériens israéliens sans une entrée des forces israéliennes à l'intérieur du sud. On a appris la leçon, des généraux très expérimentés l'avaient dit à l'époque. 2006, ouais. Ne pas rentrer terrestrement au Liban, ça c'est sûr. C'est la cata, c'est artillerie et armée de l'air. Ne pas faire entrer les forces terrestres, c'est rentrer dans un panier de scorpions, c'est impossible, c'est la guérilla urbaine. Et je disais par rapport au pragmatisme du Hezbollah, on comprend mal le Hezbollah et on s'en est rendu compte même au moment de la seconde guerre du Liban. Je me souviens d'à l'époque, il y avait eu le 25 juin 2006 la capture de Gilad Shalit au sud, et je me souviens d'un éditorial d'un spécialiste du Haaretz le 12 juillet 2006, c'est-à-dire au matin du déclenchement de la guerre du Liban. Il avait vanté le pragmatisme de Nasrallah, qui n'avait pas profité de la situation pour lui aussi attaquer l'État d'Israël au nord. Or, quelques heures plus tard, c'est effectivement ce que le Hezbollah faisait. Donc on voit qu'on a du mal à comprendre. Non, vous avez mis le doigt dessus tout à l'heure, vous venez de le dire. L'ordre est venu de Téhéran. Voilà. C'est pas Nasrallah qui a décidé. Pas sûr que ça vienne de Téhéran, parce que l'Iran est quand même aujourd'hui en train de négocier sur le dossier nucléaire, et que l'Iran est plutôt celui qui va freiner
la réponse du Hezbollah. L'honneur du Hezbollah a été touché. Alors disons au moins... Il y a un général iranien qui a été tué, il faut le venger aussi. Non, mais disons au moins que... L'Iran a le temps. Vous êtes d'accord avec moi que Nasrallah ne pouvait certainement pas mener cette opération sans au moins l'accord de l'Iran. Même s'il n'a pas reçu l'ordre, il avait besoin de l'autorisation de l'Iran. Il ne peut pas se permettre de commencer à chauffer Israël sans demander au patron un terrain. Mais il ne faut pas se tromper sur les intentions du Hezbollah. Si vous voulez, c'est une partie de poker. Le Hezbollah, les enjeux étaient déjà hauts. Le Hezbollah bluffe, sait qu'il ne peut pas soutenir un conflit israélien aujourd'hui. Et donc, il va miser encore plus. Il va augmenter les enjeux parce qu'il veut forcer Israël à passer la main. Oui, mais j'ajouterais, sur le plan stratégique, que le Hezbollah, c'est le mercenaire ou l'éclaireur de l'Iran. Et l'intérêt de l'Iran, c'est de déployer un front plus large. Le Liban, c'est un couloir étroit. Lorsqu'on veut attaquer Israël à long terme, il faut avoir un couloir beaucoup plus large. C'est pour ça que les généraux iraniens, la qui est venu vérifier comment ça se passe sur la frontière syrienne. Évidemment, les terrains du Hezbollah, ils s'en fichent un peu. Ils les envoient en première ligne. Arrive ce qu'il arrive. Eux, ce qui les intéresse, c'est d'avoir cette première ligne qui gêne les Israéliens, qui occupe les Israéliens, pendant que eux, derrière, vont déployer l'armement lourd, vont avoir un plus grand demi-cercle de déploiement de leurs missiles balistiques, qui eux sont autrement inquiétants que même les missiles du Hezbollah. Mais nous savons aujourd'hui qu'il y a 100 000 missiles braqués sur Israël du Hezbollah, 100 000 missiles. Je pense que se dire, est-ce qu'on fait une escalade, est-ce qu'on se fait une escalade, c'est une blague. C'est une blague. Allez, on va arrêter là-dessus. Merci en tout cas Raphaël Jérusalemi, merci Michael Horowitz, merci Daniel Haïk. On continue cette édition spéciale. Dans un instant, on s'intéressera aux aspects inhérents justement à la campagne électorale qui a lieu en Israël et liée donc à cette situation sécuritaire à la frontière nord. On en parle dans un instant, juste après une pause. À tout de suite. قامت مجموعة شهداء القنيطرة الأبرار في المقاومة الإسلامية باستهداف موكب عسكري إسرائيلي حركة حماس تؤكد على حق حزب الله في الرد على الجرائم الإسرائيلية خاصة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على القنيطرة. חמאס ספג בקיץ האחרון את המכה הקשה ביותר מאז הקמתו, וצה"ל ערוך לפעול בעוצמה בכל הגזרות. Alors on va évidemment continuer d'évoquer ce qui se passe évidemment à la frontière nord, mais en voyant quel impact cela peut avoir sur cette campagne électorale qui démarre en Israël après les élections à la Knesset prévues le 17 mars prochain. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de réactions aujourd'hui à ce qui s'est passé, on va le voir dans un instant. Tout d'abord, les invités qui nous rejoignent ici. Bonsoir Loli Kassal, membre du Parti travailliste. Jérémy Halimi, bonsoir à vous. Vous faites partie du parti Baït Yehoudi, Foyer Juif, donc le parti de Naftali Bennett. Et puis Dror Even Sapir, analyste politique sur i24 News. Bonsoir Dror. Alors avant d'évoquer donc les aspects et les liens qui pourraient exister donc entre ce qui s'est passé aujourd'hui et puis la campagne en cours, d'abord les réactions politiques aujourd'hui après donc cette attaque qui a visé l'armée israélienne et qui a fait, je vous le rappelle, 2 morts et 7 blessés des soldats israéliens et puis un casque bleu espagnol tué côté libanais lors de la riposte de l'artillerie israélienne. Tout de suite, c'est Léa Volbert. Israël et le Hezbollah, 2 ennemis jurés de nouveau face à face. Car les tensions ne datent pas d'hier. En 1992, l'aviation israélienne élimine l'ancien chef du Hezbollah, Abbas Moussaoui. Et la riposte est sanglante. Un mois plus tard, 2 attentats sont perpétrés à Buenos Aires contre une mutuelle juive et l'ambassade d'Israël. Bilan, plus de 100 morts.
En 2000, Israël se retire du sud Liban. Quelques années plus tard, en 2006, un nouvel affrontement éclate avec le Hezbollah. Des combattants du mouvement chiite s'infiltrent en territoire israélien et kidnappent 2 soldats. Tsahal bombarde alors les principaux centres névralgiques du groupe libanais. Le conflit durera plus d'1 mois. C'est la 2e guerre du Liban. Elle fera plus de 1100 morts côté libanais et 120 côté israélien. 2 ans plus tard, en 2008, Israël s'attaque à un symbole. Le chef militaire du Hezbollah, Imad Mournieh, est tué dans l'explosion d'une voiture piégée à Damas. L'attentat est attribué au Mossad. La réponse viendra en 2012 après plusieurs tentatives. Un attentat suicide contre des Israéliens est commis en Bulgarie, entraînant la mort d'au moins 6 personnes. Israël pointe alors du doigt l'Iran, mais selon les autorités bulgares, le Hezbollah se cache derrière cette attaque. Dernier événement en date, le 18 janvier dernier, un convoi du Hezbollah est visé aux abords de Quneitra en Syrie. À son bord, une douzaine de militaires iraniens et de miliciens libanais, dont Jihad Mournieh, fils de l'ancien leader Imad. Israël est donné pour responsable. À cette attaque, le Hezbollah a répondu par une embuscade meurtrière à la frontière ce mercredi. Alors voilà pour ces explications de Léa Berdugo à propos des confrontations Hezbollah-Israël. On reviendra tout à l'heure sur les réactions politiques. D'abord, est-ce que vous avez l'impression que ça va avoir un effet sur la campagne? On a vu aujourd'hui que tous les leaders à peu près ont réagi ensemble d'une même voix. En général, il y a une unité qui se fait quand il se passe un événement pareil. Oui, bien sûr. Bien sûr, on peut pas dire des choses qui sont pas au consensus. Et bien sûr, quand il y en a des morts israéliens, il faut être unis et ne pas faire. On peut pas faire aucun d'autre chose, sauf donner au pouvoir et à l'armée les autorités de faire ce qu'ils ont besoin et ce qu'il y a besoin à faire. Vous parlez de l'implication que les attentats d'aujourd'hui vont avoir sur la campagne. On a vu déjà dans l'histoire d'Israël, pendant plusieurs campagnes, que la mémoire est courte et qu'au bout d'une semaine, voire 2, les événements sont oubliés, si bien sûr il n'y a pas de répercussions. Et on va revenir très vite au dialogue, aux confrontations qui existent déjà. Ouais. Ben Sapir, pour l'instant, il y a consensus, on va dire, derrière le gouvernement, derrière l'armée. Il y a un consensus, mais les politiciens ne parlent pas tout à fait de la même voix. Celui qui s'est distingué aujourd'hui, c'est Avigdor Lieberman, qui a appelé Israël à réagir ou qui s'est prononcé en faveur d'une réaction disproportionnée. Et là, on a peut-être eu le sentiment de revivre ce qu'on avait vécu au cours de l'été dernier, à savoir au cours de l'opération Bordure protectrice contre le Hamas dans la bande de Gaza, où Benjamin Netanyahou était confronté à une opposition interne au sein même de son gouvernement, avec Avigdor Lieberman, ministre des Affaires étrangères, et Naftali Bennett, ministre de l'économie, mais aussi 2 personnalités qui sont des chefs de partis politiques, Avigdor Lieberman, Israël Beitenu, Naftali Bennett, le foyer juif, Habayit Yehoudi, qui appelaient Benjamin Netanyahou à réagir d'une manière plus musclée contre le Hamas. Or là, Lieberman s'est exprimé, il l'a fait, il était dans son rôle. On n'a pas entendu Naftali Bennett. Alors il a beaucoup de problèmes en interne avec son propre parti, c'est peut-être la raison pour laquelle on n'a pas entendu. Est-ce qu'on va l'entendre? Est-ce que Netanyahou, si la situation sécuritaire continue à être aussi tendue, va être confronté à une concurrence sur sa droite comme ça a été le cas il y a quelques mois au cours de l'opération Bordure protectrice? Il est encore trop tôt pour le dire. En tout cas, à propos de Lieberman, ce qui est intéressant, Jean-Charles, c'est qu'un dernier sondage vient de paraître. On le doit à nos confrères de Arutz SR, la chaîne de télévision numéro 10. Et dans ce sondage, le parti d'Avigdor Lieberman est donné à 4 mandats seulement. Et 4 mandats, on l'a dit à plusieurs reprises, c'est tout juste ce qu'il faut pour être élu à la Knesset. En dessous de 4 mandats, on est déjà éliminé du fait de la hausse du seuil d'éligibilité. Donc, Avigdor Lieberman est dans une situation très, très critique. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il fasse entendre sa différence, notamment sur les questions sécuritaires, et ça a été le cas. Et un autre point, l'opposition, le Parti travailliste, effectivement, joue la carte du consensus. Yitzhak Herzog, Tzipi Livni ont conscience que les questions diplomatiques et sécuritaires sont un petit peu leur talon d'Achille et que dans ce domaine, les Israéliens ont tendance à faire plus confiance à Benjamin Netanyahou, aux autres dirigeants de la droite israélienne. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus dans les médias israéliens et qu'on a vu aujourd'hui, lorsque Herzog et Livni se sont promenés sur le plateau du Golan, eh bien, on a vu à leur côté le général Amos Yadlin, ancien chef des renseignements militaires de l'armée israélienne et candidat du camp sioniste, la liste de centre-gauche, au poste de ministre de la Défense
différence, c'est une personnalité qu'on va entendre de plus en plus. Alors justement, vous parliez de leur visite Livni et Herzog sur le plateau du Golan. Les réactions politiques après ce qui s'est passé donc ce matin, cette attaque visant l'armée israélienne revendiquée par le Hezbollah, c'est résumé tout de suite par Léa Volbert. Réunion d'urgence du cabinet ministériel ce mercredi en début d'après-midi à Tel Aviv. Benjamin Netanyahou, son ministre de la Défense Moshe Ya'alon et plusieurs responsables de la sécurité israélienne se sont rassemblés à la Kiria, le ministère israélien de la Défense. Quelle réponse à la frappe meurtrière du Hezbollah qui a touché plusieurs soldats ce matin dans le nord d'Israël, proche de la frontière libanaise. Moti Almoz, le porte-parole de Tsahal, a prévenu sur Twitter que les frappes combinées du sol et dans les airs n'étaient pas nécessairement la dernière réponse d'Israël. Le ministre des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman, a quant à lui jugé qu'Israël avait tout à gagner à réagir de façon très dure et disproportionnée. Le Premier ministre israélien en déplacement dans le sud d'Israël a réagi peu de temps après l'attaque. À ceux qui essayent de nous tester à la frontière nord, j'invite à regarder ce qu'il s'est passé ici, pas très loin de la ville de Sderot, dans la bande de Gaza. Le Hamas a subi l'été dernier son coup le plus dur depuis sa création. Et Tsahal est prêt à agir avec puissance sur tous les fronts. L'attaque menée par le Hezbollah a été applaudie par le Hamas. Pourtant, pour l'ancien ministre des Finances, les deux groupes terroristes ne sont en rien comparables. L'armée israélienne est forte et elle est prête. Le cabinet sécuritaire a discuté à plusieurs reprises du front nord. Plusieurs personnes, dont le Premier ministre, ont fait la comparaison, mais ça n'a rien à voir avec Gaza et le Hamas. Ce sont deux fronts totalement différents, avec des enjeux et des effectifs complètement différents. Mais le Hezbollah et le monde arabe savent que Tsahal est l'armée la plus puissante de la région et que sa réaction sera sévère. Un message de fermeté qui fait l'unanimité au sein de la classe politique israélienne à moins de 2 mois de l'échéance électorale. Nous apportons tout notre soutien à Tsahal. Notre pays ne tolérera pas d'autres attaques contre nos civils et nos militaires. Et en cette période d'élection, nous sommes tous unis dans la lutte contre le terrorisme. Ron Prosor, ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, a adressé dès ce mercredi une demande de condamnation de l'attaque du Hezbollah au Conseil de sécurité de l'ONU. Alors voilà pour ces réactions politiques. Loli Kassal, est-ce qu'à votre avis ce soir la ligne d'Israël doit être peut-être de clore l'incident, ou bien est-ce qu'il faut au contraire répondre de nouveau au Hezbollah? À mon avis, il faut répondre de nouveau au Hezbollah. Parce que le territoire du côté syrien de la frontière, c'est un territoire syrien. Et le fait que Assad donne au Hezbollah d'être son délégat à attaquer Israël, et ça ne change rien. Et c'est Assad responsable. Et à la fin, quand Israël elle doit attaquer et réagir, elle doit réagir contre Assad, pas contre Hezbollah, parce que c'est lui qui est responsable sur le terrain et sur la région. Et si jamais Assad il dit qu'il arrête d'être responsable sur la région et sur le côté syrien du Golan, alors c'est rien qu'à ce temps qu'Israël peut réagir contre le Hezbollah. Et on doit comprendre que le Hezbollah, il est au Liban normalement, et il aide maintenant à Assad, leur armée, ils aident à Assad dans sa guerre contre ISIS et contre Jabhat al-Nusra. Alors, à la fin, le responsable de la région, c'est Assad, et c'est lui qui doit payer. Quelle doit être la réaction d'Israël, là, ce soir? La réaction d'Israël, elle est telle qu'elle doit être en face d'une organisation terroriste. Le Hezbollah, c'est une organisation terroriste telle que le Hamas. C'est une branche de l'Iran qui est à nos portes sur le nord. Et c'est une organisation qui s'est jurée de détruire tout Israël, peu importe s'il s'agit de soldats ou de civils. On l'a vu durant la dernière guerre du Liban. Donc notre réponse, mais pas seulement notre réponse, notre stratégie, à notre avis, à l'avis du Beit Yehudi, doit être très dure, très agressive. Prise de sang-froid, mais d'un autre côté toujours agressive pour savoir qu'on ne s'attaque pas
à l'État d'Israël, qu'on ne s'attaque pas aux frontières, qu'on ne brise pas les frontières et les accords qui ont été et qui sont le statu quo qui est jusqu'à présent. Et à partir du moment où un danger sera reconnu par les forces de sécurité, il faudra attaquer et attaquer encore. Là-dessus, je pense que notre position, excusez-moi, se rapproche pas mal de celle de Victor Lieberman qui en a parlé aujourd'hui. Ouais. Dror Ben-Sapir, il semble ce soir, on n'a pas encore d'indication de ce qui est en train de se décider à la Kyria à Tel Aviv, mais en tout cas que la tension soit en train de retomber. Il y a eu apparemment des échanges diplomatiques via l'ONU de part et d'autre. Il est très clair que c'est à la fois l'intérêt du Hezbollah et de Assad, le président syrien, et l'intérêt d'Israël qu'on arrête là en fait. Mais d'un autre côté, on imagine mal Benjamin Netanyahou, Israël, ne pas réagir à ce qui vient de se passer. Alors, il y a eu une riposte, il y a eu des tirs israéliens, il y a eu une riposte immédiate. Est-ce qu'on va arrêter à ce stade de la tension? Est-ce qu'on va assister à une désescalade en quelque sorte? C'est clairement dans l'intérêt de toutes les parties en présence. Et on sait que Benjamin Netanyahou est un leader qui a toujours fait preuve d'une très grande prudence dans l'usage de la force. De ce point de vue-là, il est éloigné de Naftali Bennett, il est éloigné d'Avigdor Lieberman. Alors, certains disent que le fait que l'ordre du jour en Israël soit dominé à nouveau par les questions sécuritaires et diplomatiques, c'est une bonne chose pour lui alors qu'on est à moins de 2 mois des élections. C'est vrai, peut-être, mais d'après les sondages, en tout cas, le Likoud ne parvient pas véritablement à décoller. Le dernier sondage, il est donné à 23 sièges, 2 de moins que la liste de centre-gauche menée par Yitzhak Herzog et Tzipi Livni. Mais il faut dire quand même que Benjamin Netanyahou garde l'avantage en termes de coalition. Il aura certainement plus de... Si le sondage actuel reflète le verdict des urnes du 17 mars prochain, Benjamin Netanyahou aura plus de facilité que ses challengers de gauche pour assembler autour de lui une coalition. On peut considérer que si la crise s'arrête à ce stade-là, on peut imaginer qu'il gagne des points, que le Premier ministre gagne des points dans l'opinion publique, ce qui leur a prouvé qu'il sait gérer une crise sécuritaire. Et je vous rappelle que au cours de l'été dernier, l'opération Bordure protectrice contre le Hamas, elle s'était terminée dans des conditions qui avaient laissé un goût amer dans la bouche de très nombreux Israéliens qui considéraient que l'opération n'était pas allée suffisamment loin et que le Hamas gardait une bonne partie de ses capacités de nuisance. Tout à l'heure, juste une remarque, on parlait du consensus dans la classe politique israélienne autour de ce qui vient de passer. Un petit bémol, le parti de gauche Meretz, qui a lancé une campagne sur les réseaux sociaux, non à une 3e guerre du Liban. Et le parti Meretz, on parlait tout à l'heure de Lieberman également, c'est aussi un parti qui joue sa survie actuellement, puisque du fait de la hausse du seuil d'éligibilité, là aujourd'hui il est donné à 5 sièges, donc il se rapproche aussi de la ligne rouge, et il fait entendre sa différence, et notamment il fait entendre sa différence en se radicalisant un petit peu pour se différencier de la liste menée par Herzog et Livni. Donc là, il y a un débat qui divise en fait la gauche israélienne. Ouais. Alors justement, est-ce que vous avez... Ouais. En plus, il faut se rappeler qu'en Israël, on a encore plus qu'1 mois jusqu'à les élections, 1 mois et demi, même un peu plus. En Israël, 1 semaine, c'est éternité dans la politique. Il peut y avoir jusqu'à les élections 2 guerres et 2 fois de la paix et encore une fois une autre guerre. Alors on ne peut pas savoir comment ça va finir. Mais on peut savoir, dans le système politique israélien, il y en a, sauf Abaïta Yehoudi et Bennett, il y en a à peu près un consensus que Netanyahou il doit finir son pouvoir. Et c'est pour ça qu'il il sent que sa poste, elle tremble, et il sent et il sait qu'après les élections, la coalition, elle va arriver à la fin, à cause de ses copains du droite, Lieberman s'il passe, et personnellement je pense qu'il ne va pas passer, et aussi Kahlon, qu'il est une partie de la Likoud, mais à la fin, il va partir avec Herzog. Alors on va continuer à parler de ça dans un instant. On retourne un instant quand même à la frontière nord, justement du côté de Zarit où se trouve Cyril Amar. D'abord pour redonner les derniers détails dont vous disposez, Cyril, concernant le scénario de cette embuscade qui a coûté la vie à 2 soldats israéliens, on a blessé 7 autres ce matin.
Oui, Jean-Charles, on a un peu plus de précision ce soir sur le déroulement exact de cette attaque du Hezbollah. Faudrait-il dire cette double attaque du Hezbollah, puisqu'elle a commencé vers 11h30 ce matin sur le Kfar, sur le village de Rajar. Des obus de mortier ont été tirés sur ce village à la frontière israélo-libanaise, très certainement pour faire diversion, pour alerter des troupes qui se trouvaient non loin de là, à quelques centaines de mètres dans la zone des fermes de Sheba. Des troupes donc qui ont été alertées et qui ont emprunté un axe pour rejoindre le village de Rajar, un axe qu'empruntent les militaires mais également les habitants du village de Rajar. Les obus de mortier ont touché de plein fouet une maison, fort heureusement sans faire de victimes, si ce n'est 3 personnes qui ont été évacuées en état de choc. Et puis alors là, le convoi des soldats israéliens arrive vers le village de Rajar et il est pris pour cible par 5 missiles anti-chars de type Kornet de confection russe, des missiles qui atteignent donc le premier véhicule non blindé, je le rappelle, de ce convoi. 2 militaires israéliens sont tués, dont un officier, et il s'en est fallu de peu pour que les autres passagers des voitures qui étaient derrière ce premier véhicule, eh bien, elles aussi soient touchées par ces missiles et que le bilan ne s'alourdisse un peu plus. Mais fort heureusement, les passagers donc ont réussi à s'extirper de leur véhicule in extremis, c'est ce qui explique le bilan relativement, je dis bien relativement léger. Ça aurait pu être beaucoup plus lourd. On aurait pu avoir au moins une dizaine de morts dans cette attaque, des blessés qui ont été évacués vers les hôpitaux du nord d'Israël, à Safed et à Rambam, respectivement, dans les villes de Safed et de Haïfa. Alors Cyril, ce soir, un mot sur la situation autour de vous. Beaucoup de présence militaire encore, même si le calme est revenu ? Oui, le calme reste tendu parce que depuis le raid mené le 18 janvier dernier sur le plateau du Golan syrien, un raid qui est attribué, vous le savez, à Israël et qui avait tué 6 membres de la milice libanaise, eh bien l'armée avait relevé son état d'alerte et les localités limitrophes ici à la frontière israélo-libanaise eh bien, sont en état d'alerte. Un calme tendu, une forte présence militaire. Certains agriculteurs des kibbutz et des moshav ici à la frontière n'ont pas le droit d'accéder à leurs champs sans autorisation militaire. La zone des fermes de Sheba, c'est-à-dire aux confins du plateau du Golan israélien et de la Haute-Galilée, eh bien, a été décrétée zone interdite militaire par l'armée israélienne. C'est donc beaucoup de prudence, même si effectivement on a quand même l'impression que la tension semble retomber. On a l'impression que personne, ni le Hezbollah ni Israël, n'est intéressé par un embrasement, notamment pas le Hezbollah. On a quand même l'impression que Hassan Nasrallah a réussi à infliger de son point de vue eh bien, une riposte suffisamment douloureuse à Israël, que du sang israélien a été versé, ce qui lui permettra très certainement après-demain, vendredi, dans un discours très médiatisé, eh bien, de fanfaronner en quelque sorte et de rappeler aux Libanais eh bien, qu'il est toujours le champion de la résistance face à l'État hébreu dans une zone qui est considérée par le Liban et par le Hezbollah comme une zone contestée et sur laquelle il revendique une souveraineté libanaise. Merci Cyril Amar. On va aller justement à un autre endroit de cette frontière, tout près de là où s'est d'ailleurs déroulée cette attaque meurtrière de ce matin. Julia Ganancian, on vous retrouve. On fait un point de la situation avec vous ce soir, donc à l'endroit où vous vous trouvez. Écoutez Jean-Charles, ce soir la situation est relativement calme. Je suis désormais à côté du village de Rajar et tout proche aussi de là où s'est déroulée l'attaque en fin de matinée aujourd'hui. La situation est donc calme. On entend des avions de l'armée israélienne qui survolent la zone, des drones aussi. Mais mis à part ça, eh bien, la situation ce soir est relativement calme. La zone a été toute l'après-midi complètement bouclée. Aucune voiture ne pouvait rentrer dans la zone. Tout était complètement fermé à la circulation. L'armée était bien évidemment présente pour assurer la sécurité des habitants du village, mais aussi la police. Et puis, il y a un peu plus d'une heure maintenant, les principaux barrages de police ont été levés afin que les habitants qui étaient partis travailler puissent de nouveau rentrer chez eux. Il y a eu d'importants embouteillages puisque toutes ces voitures étaient stationnées sur la route et ne pouvaient rentrer chez elles. Beaucoup d'habitants étaient dans leur voiture en train d'écouter la radio pour avoir les derniers développements sur ce qui s'est passé. Et puis finalement, tout le monde a pu rentrer chez soi. À l'intérieur des villages, à l'intérieur notamment du village de Rajar, eh bien, les habitants ne sont plus assignés à résidence, ils peuvent aussi sortir. Et enfin, je peux vous dire que les abris n'ont pas été réouverts, les abris antimissiles, ils ont simplement été vérifiés afin que, si toutefois les alertes devaient retentir ici, les alertes antimissiles, eh bien, qu'on soit sûr que tout était bien sécurisé. Et donc, a priori, c'est le cas ce soir.
Merci Julia Guénancière en direct donc de la frontière entre Israël et le Liban après cette attaque. Jérémy Halimi, est-ce que vous avez l'impression que ce qui se passe là et donc évidemment cette tension exacerbée ce soir va avoir une influence ou pas sur la campagne, sur le résultat des élections ou pas, si on est dans un climat de tension comme en ce moment? Mais je pense que ça n'en aura pas parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Israéliens et la politique israélienne a la mémoire très courte. Et je pense que d'ici une semaine ou deux, si les événements ne se déroulent pas d'une manière plus difficile à la frontière nord ou n'importe quel autre endroit en Israël, on reviendra à parler des questions sociales, des questions économiques, et le débat reviendra sur ce qu'il était avant le regain de tension qu'on a eu avec le Hezbollah à la frontière nord. Donc ça ne profitera pas à quelqu'un en particulier, à votre avis? Non, je ne pense pas. On voit encore une fois effectivement que le Hezbollah, comme d'autres organisations terroristes, peuvent plus ou moins, quand on les attaque, répondre jusqu'à tuer des soldats et violer le territoire israélien. Et ça, c'est une question à laquelle il faut s'adresser. À notre avis, au Beit Yehudi, il faut la poser. Il faut la poser pas seulement quand il y a des attaques, mais la poser tout le temps. Et que nos réactions doivent être prises de sang-froid, mais d'une manière très ferme et très agressive. Et c'est à ça qu'on s'emploiera quand on sera au pouvoir. Alors je voudrais qu'on voit peut-être un dessin paru, une caricature parue dans la presse israélienne et ce soir est inspirée justement de la situation et qui montre peut-être qu'il peut y avoir un lien entre ce qui se passe au Liban et ce qui va se passer lors des élections. Vous voyez, ce sont Nasrallah et Netanyahou qui sont côte à côte. Et puis, bon, on a l'impression, dans Raven Sapir, que c'est peut-être un coup électoral. Vous voyez, c'est ce que dit Netanyahou à Nasrallah, en tout cas d'après ce dessin. Aidez-moi ici, parce que, vous voyez, mes sondages ne sont pas bons, et pour le Hezbollah non plus d'ailleurs. Oui, enfin, ce serait faire peu de cas tout de même de l'intelligence des électeurs israéliens. Je pense que les gens qui s'apprêtaient à voter Netanyahou vont le faire, indépendamment de ce qui se passe sur la frontière nord, et les gens qui s'apprêtaient à voter contre Netanyahou ou pour d'autres partis vont continuer à le faire. Il y a bien évidemment des hésitants, des électeurs hésitants, ils sont nombreux, et l'un des enjeux de ce scrutin, ça va être bien évidemment de séduire cet électorat incertain et hésitant qui fera la différence d'une manière ou d'une autre. Effectivement, on a l'habitude de dire, c'est presque un lieu commun, que lorsque le débat est monopolisé en Israël par les questions sécuritaires et diplomatiques, ça profite à Benjamin Netanyahou, ça profite à la droite, et lorsque le débat est monopolisé par les questions économiques et sociales, ça profite à la gauche, ça profite au centre, ça profite à des gens comme Yair Lapid, Herzog, etc. Il faut peut-être un petit peu nuancer ce constat. C'est pas la première fois qu'on a une campagne électorale qui se mène alors que on est dans un contexte de tension sécuritaire. Il y a 2 ans, il y a 2 ans et demi, on a eu l'opération dont j'ai oublié le nom, Nuée de défense. Pilier de défense, exactement, à Gaza, qui était une opération d'une ampleur bien moindre que celle de l'été dernier, mais tout de même, il y avait un contexte de tension sécuritaire très élevé en Israël, et ça n'a pas empêché les Israéliens de voter, et de voter aussi en fonction de questions sociales et économiques. Le succès d'Yair Lapid, le succès surprise, c'est Yair Lapid qui avait fait la surprise des dernières élections, 19 mandats, alors que son message était presque uniquement économique et social et qu'on l'entendait très peu sur les questions diplomatiques et sécuritaires. Donc ce constat, il est à nuancer. Je ne sais pas si véritablement si ce qui se passe actuellement fait le jeu de Benjamin Netanyahou. Personnellement, je ne pense pas. Je pense que les élections vont jouer sur d'autres critères. Beaucoup de points d'interrogation pour l'instant pour ces élections. Lieberman, on l'a vu, qui est à la limite de disparaître de la classe politique. Le comportement de l'électorat arabe avec cette liste conjointe aux 3-4 partis arabes, ça c'est une nouveauté qui va peut-être changer la donne complètement. Il y a beaucoup de points d'interrogation. Ce qui se passe au Liban est bien évidemment l'une des questions les plus épineuses, mais c'est pas la seule. Ouais, avec Kassal, sur ce qu'on a vu là, c'est les seins. Vous partagez ou pas l'opinion de ceux qui font un raccourci avec Netanyahou et la caricature, elle me donne elle est faite au niveau un peu, je ne veux pas exagérer, mais un peu antisémitique comme ça, avec Netanyahou, avec le grand nez. Et c'est une caricature qu'elle, à mon avis, Enfin, c'est une caricature israélienne. Ouais, oui, je sais, mais essayer à dire que Netanyahou il profite le terrorisme du Hezbollah, c'est
À mon avis, c'est quelque chose qu'on fait pas, on ne doit pas le dire. C'est un travailliste qui le dit en plus. On ne doit pas le dire, parce que quand ils tuent des Juifs et quand ils attaquent Israël, ils attaquent tout le monde. Ils attaquent aussi des citoyens israéliens arabes et ils attaquent aussi des citoyens israéliens travaillistes et gauchistes et de droite et de Beit Yehudi et de tout le monde. Alors, dire que Netanyahou il profite de ça, je ne pense pas et je ne veux pas le dire. Je pense qu'il faut dire une chose. L'actualité rattrape toujours le débat politique. C'est-à-dire qu'en Israël, on vit, comme vous l'avez dit, je pense, au jour le jour. On a des problèmes. On a tellement facilement oublié qu'il y a à peine 6 mois, on était tous dans les abris. Et ces questions sécuritaires, il faut les adresser. Je pense que prendre le débat politique en vue des élections seulement sur les questions sociales et seulement sur les questions économiques qui sont très très importantes, ce serait une erreur. En Israël, chacun vit d'une manière qui est complète avec tous les points qu'il faut adresser. Merci beaucoup Jérémy Halimi, merci Loli Kassal, merci Dror Evan Sapir. Dans un instant, invité politique, le ministre israélien du logement Uri Ariel, de foyers juifs justement, qui s'exprimera sur cette actualité et puis aussi sur la France. A tout de suite.